Hi, ladies. Hi, guys. Hi, everyone. Welcome back to the Afro Boss Lady Show. We're 5 minutes in, 5 minutes late, but we're trying to figure some technical issues. But I'm here. Welcome back again to the Afro Boss Lady Show. Cet épisode va être en français, donc pour tous les anglophones. Et pour les francophones, ça va, mais pour les anglophones, eh bien. So basically, I was saying this episode is going to be totally in French. So I don't think I'm going to put any subtitles anytime soon. And I'm going to have another episode talking about rape. That's mainly going to be in English. And I think I want to schedule it for next week or in 2 weeks' time. So depending on how my panelists, if they're available or not. So we're going to work on that. But today is really going to be in French. So for some of you who don't understand French, I'm really sorry about that. Just, stay tuned, and we're going to have another discussion on domestic violence, talking about rape, specifically sexual violence. So, pour tous ceux qui sont là, merci encore d'être là. Je sais que les gens essayent toujours de se connecter, mais merci encore à vous tous d'être là, et on va commencer dans quelques secondes. Aujourd'hui, j'ai Dr. Vanessa Mafo. Elle nous vient du Cameroun et je vais la laisser s'introduire. Oh. Bonjour à tous. Bonjour et merci d'être sur ma chaîne. Est-ce que tu peux juste t'introduire en quelques mots, dire à mon audience qui tu es et qu'est-ce que tu fais? D'accord. Je suis le docteur Mafo Fonko Vanessa. Je suis médecin généraliste au Cameroun et avec un master également en santé publique. Donc, pour le moment, je suis plus clinicien que épidémiologiste parce que je travaille dans un hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, mais avec une forte orientation en santé publique. Ok, parfait. Bon, je ne sais pas si tu as eu à regarder, je sais que tu es parfaitement bilingue, mais je vais déjà faire cette vidéo en français parce que j'ai aussi une grande audience qui est francophone. Et si tu as regardé en fait les épisodes que j'avais avant, on a parlé de plusieurs situations de la violence domestique, que ce soit les lois qui nous protègent, que ce soit comment est-ce que les femmes peuvent se protéger, que ce soit comment est-ce qu'on peut rendre aussi les hommes, comment dire, en anglais on dit accountable, comment est-ce que les hommes peuvent aussi prendre la responsabilité et aussi essayer d'éduquer aussi leurs enfants, leurs garçons. Et aujourd'hui, en fait, je voulais me focaliser sur les violences sexuelles parce qu'il y a certaines violences domestiques qui engendrent en fait à des viols. Et ces derniers temps, il y a tellement eu des cas, je reçois des articles tous les jours, presque tous les jours, de violences sexuelles et tout. Donc déjà, qu'est-ce que tu penses de l'état actuel au Cameroun quand il s'agit de la violence domestique, de ton point de vue? De mon point de vue, déjà, je précise, je ne suis pas spécialement expert en la matière, mais je vais juste partager ma petite expérience sur le sujet. Et de mon point de vue, de ce que je vis lorsque nous sommes à l'hôpital, franchement, la situation est très inquiétante. Pourquoi? Parce que nous observons une augmentation marquée des cas et surtout des cas de violence grave, c'est-à-dire des cas où la vie de la victime est mise en danger ou bien une fonction vitale est mise en danger. Donc, c'est assez inquiétant et il faut absolument que quelque chose soit fait. Il faut absolument une forte action pour diminuer cette augmentation des cas. Et en ce qui concerne les cas de violence sexuelle, encore plus. Encore plus. Et est-ce qu'il y a une augmentation spécifiquement pendant la période de cette pandémie à partir, je crois que ça a commencé en mars, qu'on a commencé à aller en confinement et tout. Est-ce qu'il y a eu une augmentation particulière? Plus ou moins, mais pas assez marquée. Bon, jusqu'à mon niveau,
pas assez marqué. J'ai pas forcément retrouvé une augmentation particulièrement liée seulement à la période du corona, qui était prévisible parce qu'on se disait que le fait que les gens soient à la maison en permanence et tout. Mais je pense que dans notre contexte, il faut aussi tenir compte du fait que nous n'avons jamais été vraiment confinés ici au Cameroun. Donc, c'est déjà une chose. Voilà, ouais. ça. Donc, du coup, ailleurs, peut-être, si ça pourrait être le cas, ça pourrait s'expliquer. Mais ici, nous n'avons vraiment jamais été mis en confinement total. Donc, du coup, les gens continuent à vaquer à les occupations. Pour la plupart, il y avait même carrément comment je vais dire, un déplacement vers les zones ruraux parce que les gens se disaient que là-bas, peut-être la prévalence est moins élevée et tout ça. Donc, du coup, nous n'avons pas observé une augmentation marquée sur ce point-là. Et de ton expérience personnelle en tant que docteur, est-ce qu'il y a beaucoup de cas où les femmes dénoncent en fait les violences domestiques? Je dirais, c'est ça en fait notre vrai problème. C'est ça le vrai défi. Parce que je pense que vu notre culture qui est la culture du silence, c'est-à-dire de subir sans parler, de subir sans dire, parce qu'on a peur de ce qu'on va dire, on a peur des on-dit, on a peur d'être humilié. Donc, du coup, là, c'est ça, en fait, notre vrai défi, vu notre contexte, que ces femmes puissent dénoncer ces agressions-là. La plupart du temps, elles viennent quand elle est peut-être au bout du 12e épisode, ou 20e, ou 1e épisode. Et là, c'est avec des séquelles psychologiques, des séquelles physiques énormes qui rendent maintenant le travail du clinicien un peu plus fastidieux, un peu plus difficile. Et est-ce qu'il y a en fait, parce que dernièrement, j'ai eu, je crois qu'il y a 2 semaines, il y a 2 week-ends, j'ai eu une conversation avec, et je crois que elle risque de nous joindre. Elle est avocate, elle est au Cameroun, et elle a aussi une association en fait qui prend soin en fait des femmes battues. Et en fait, je crois que c'est hommes et femmes, mais la majeure partie des cas qui dénoncent et qui vont vers elles sont les femmes. Donc, et elle disait en fait, au point de vue légal de la justice, en fait, il n'y a pas de règles en place, il n'y a pas de loi en place pour protéger en fait les femmes, quoi, ou les filles qui sont battues ou bien qui sont même tuées. Et elle a donné des exemples tels que un mari, je crois, à Limbe ou à Kribi, qui avait en fait abusé sa femme physiquement à plusieurs reprises et au point où il a en fait tué. Et le monsieur, il vit sa vie normalement, quoi. Ouais, mais la dame, elle n'y est plus. Ouais. Donc, au point de vue du corps médical, est-ce qu'il y a une formation à ce niveau quand vous avez des patients, en fait, qui viennent et qui ont des séquelles, en fait, sur le corps et vous savez que ces patients ont été abusés physiquement, peut-être par leur époux, par leur conjoint, peu importe. Est-ce qu'il y a des mots ou bien, je sais pas moi, ça se passe comment au point de vue médical? Parce que, par exemple, ici, moi, je sais que si tu arrives à l'hôpital et tu dénonces que mon partenaire m'a frappé, c'est la 10e fois ou la 1e fois qu'il le fait, automatiquement, on a déjà des organisations et des associations en place pour pouvoir te diriger vers ces associations-là. Est-ce que c'est le cas au Cameroun? Pas vraiment, malheureusement. Pas vraiment, malheureusement, parce que c'est pas systématique. Et du coup, vu l'absence d'une association pareille, comment je vais dire, d'une plateforme pareille, la tendance avec les malades, c'est toujours d'essayer de les conseiller à faire la paix. Au pire des cas, si elle trouve qu'elle ne peut plus supporter, à demander de l'aide. Voilà. Au pire des cas, on essaye toujours de juste accommoder la situation. Et pour des cas vraiment graves, parce que nous avons eu un cas une fois où la dame en question, finalement, a dû commencer les séances de dialyse parce qu'elle avait une atteinte rénale énorme suite au cours reçu par son mari. Donc, pour des cas comme ça, on peut lui délivrer un certificat médico-légal, qui peut l'aider pour avoir recours à la justice. Mais vraiment, ce n'est pas systématique.
Et il n'y a pas une procédure ou une plateforme qui permet de dénoncer ça de façon systématique et se dire, bon, si on a tel cas, on appelle tel. Non, malheureusement, non. Malheureusement, non. Okay. Est-ce que de ton expérience personnelle, tu as eu à vivre cela ou bien à voir des gens autour de toi qui ont vécu cela? Et comment est-ce que la société ou les familles, en fait, gèrent cela? Parce que je sais qu'il y a beaucoup, comme tu l'as dit, on est dans une culture de silence où les gens n'en parlent pas. Et moi, personnellement, j'ai eu à vivre cela à travers des amis, à travers certains membres de la famille. Et c'est quelque chose qui m'a toujours marqué quand j'étais au Cameroun. Et j'ai toujours posé la question, pourquoi est-ce que écrit? Pourquoi est-ce que tout le temps, on entend des bruits? Oui. Pourquoi est-ce que quand je pars en vacances, je m'attends, c'est toujours la même chose? Mes copines, à partir, je crois, on avait 14 ans et elles avaient des copains qui la frappaient. Et c'était en fait ça, quoi. C'était un cycle vicieux. Vicieux, oui. Ouais. Ou que tu aies 14 ans avec un copain ou que tu aies, ou que tu sois, je sais pas moi, 40, 50 ans. En fait, j'ai vu ça depuis, je veux dire, l'âge de 7 ans. Donc, est-ce que dans ton environnement, c'est quelque chose que tu as vu? Et si oui, comment est-ce que tu penses que les familles peuvent en fait aider ces personnes qui sont affectées? Bon, peut-être vraiment dans mon cas, c'est particulièrement à l'hôpital, c'est-à-dire que dans le cours de ma profession et tout. Et la réaction de la famille est toujours pareille, c'est-à-dire la famille de la fille ou de la victime essaye toujours de réconcilier les choses, de dire ça va aller, de faire les réunions de famille pour essayer de dire ça va aller. Et je pense que ce qui peut être fait, c'est surtout de l'éducation. L'éducation. Je sais pas, on a un gros problème dans notre société parce que il manque cette éducation-là. C'est-à-dire d'apprendre à un homme, à un jeune garçon, comment traiter une femme dès la base. Parce qu'il y en a qui grandissent avec petit à petit et puis ça devient plus grave avec le temps. Donc, je pense qu'il faut miser sur l'éducation. Il n'y a pas forcément grand-chose qu'on peut faire pour des adultes à l'heure actuelle, moi, je trouve. Tout ce que je peux dire, c'est que la seule chose que cette femme peut faire pour protéger sa propre vie, c'est de dénoncer. C'est de savoir lorsqu'il est temps de dire stop. C'est de savoir qu'est-ce qui est tolérable et qu'est-ce qui n'est pas tolérable. Maintenant, pour les plus jeunes, c'est l'éducation. Les éduquer à ne pas avoir recours à la violence. Parce que vraiment, pour moi, la violence, elle n'arrange rien du tout. Donc, c'est l'éducation de base. Et c'est ça qui manque, en fait. Peut-être nous racontons ça plus fréquemment aujourd'hui parce qu'il n'y a pas cette éducation à la maison, parce que peut-être maman va au travail, papa va au travail. Donc, du coup, les enfants sont un peu laissés à leur propre sort. Mais il faut franchement qu'on prenne de la peine pour éduquer nos enfants dès le bas âge. Comment se tenir en public, comment se comporter avec les uns et les autres, comment se traiter en tant qu'humain. Parce que c'est de là où vient le problème. Ouais. Si tu considères celle qui est devant toi comme un humain comme toi, il y a des choses que tu ne feras pas. C'est-à-dire, tu te mettras toujours à sa place de voir si j'étais traité pareil. Est-ce que ça serait tolérable? Mais nous sommes dans une société qui a tendance à donner le OK. Raison. Ouais. Oui. Raison aux hommes et comme quoi la femme... Dernièrement, il y avait quelqu'un qui a fait le commentaire... il faut bon, le commentaire, c'était quand vous payez la dot, vous n'avez pas acheté la personne. C'est pas votre objet. C'est pas, en fait, c'était une façon de dire aux hommes que quand vous payez la dot, c'est pas qu'elle est devenue votre objet, quoi. Donc, il y a aussi ce respect mutuel. Et j'ai eu, une conversation avec une amie à moi. Elle est maman de 4 garçons et on parlait en fait de ça. Comment est-ce que notre génération peut en fait éduquer. Peut changer. Oui, peut changer cela. Parce que je trouve en fait que la génération de nos parents, c'est pas qu'ils n'ont pas pu le faire, c'est qu'ils ne savaient pas mieux. Donc, ils savaient pas mieux. Donc, quand c'est qu'ils voyaient un garçon, frère et sœur se bagarrer, moi, par exemple, c'était toujours, pourquoi est-ce que tu bavardes trop, tu as trop la bouche, il faut le laisser, c'est un homme. En fait, on justifie en fait le comportement du garçon.
Et je crois que dans nos familles, en fait, ça a toujours été ça. On a toujours justifié le comportement du garçon ou le comportement de l'homme en disant que non, il faut pas le fâcher, c'est un homme. Ou bien quand il a bu, non, il fallait pas le fâcher. Non, en tant que femme, toi aussi, tu bavardes trop. Quoi d'autre encore? Il y a tellement d'êtres, en fait. Tellement d'excuses. Bien même quand c'est que tu dénonces à ta famille, c'est ce que je me rends compte, en fait. Quand bien même tu dénonces à ta famille, voici ce qui se passe, je souffre, ceci, cela, on te dit, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit? Et ça, franchement, moi, j'ai un problème avec ça parce que c'est un peu comme si on blâme la victime, quoi. Pourquoi est-ce que, ouais. Donc, ça, c'est un problème. Ça, c'est un gros problème que j'ai. Et comme tu dis, l'éducation, franchement, c'est important. Et j'espère, en fait, que notre génération, et quand je dis notre génération, je parle à tous ceux-là qui regardent et tous ceux-là qui vont regarder cette vidéo, que notre génération fera un meilleur, disons, feront mieux, quoi. Pour au moins se inculquer cette façon, ces valeurs que la femme, en fait, c'est une reine. La femme, c'est une personne à chérir. Que ce soit, je sais pas moi, on est des êtres humains. On n'est pas des humains de seconde classe. Tu vois? Donc, et j'espère franchement, parce que comme tu dis, avec les adultes présentement au Cameroun, je crois pas que il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Tout ce qu'on peut faire, c'est en fait trouver les méthodes de prévention pour les gens qui sont en fait déjà dans ces situations. Exactement. Comment protéger sa vie, comment ne pas arriver aux extrêmes où tu perds ta vie à cause des choses comme ça. Donc, pour le moment, la seule chose que je peux dire, c'est dénoncer. Dénoncer. Parce que comme j'ai dit, la plupart des femmes que nous recevons, c'est des femmes, quand elle en a déjà marre, quand elle est déjà peut-être au énième épisode de violence. Donc, du coup, et là, les séquelles sont plus graves, les séquelles sont plus étendues, ça rend le travail plus difficile. Et souvent, ces femmes sont meurtries à vie. Pourtant, si peut-être au premier coup, elles cherchent de l'aide, malheureusement, nous n'avons pas également ce plateau, cette attitude de chercher de l'aide. Tu vois, par exemple, chercher de l'aide psychologique, pourtant, on en a quand même quelques psychologues ici au Cameroun, mais ça fait pas partie de la culture. De la culture, tu vois. Donc, c'est aussi une chose qui pourra franchement aider beaucoup de femmes dès la première fois, essayer de chercher de l'aide. Maintenant, si on ne peut pas aller voir un psychologue, au moins avoir quelqu'un, venir à l'hôpital, en parler même au médecin, qui peut nous procurer certains conseils, qui peut faire en sorte que les choses changent. Par exemple, moi, j'ai souvent eu à causer avec certains couples. C'est-à-dire, quand la dame est arrivée, et puis je lui dis, est-ce que tu me donnes la permission de causer avec ton mari pour essayer de voir ce qui ne va pas? Et elle me donne la permission. Et pour d'autres, j'ai pu quand même essayer de raisonner le mari et il s'est rendu compte effectivement que ce qu'il posait comme acte n'était pas correct. Donc, c'est ça en fait, au moins venir à l'hôpital, même si je ne suis pas psychologue, au moins je peux faire un petit counseling à mon niveau qui est ce que nous avons pour le moment. Donc, c'est un peu ça. La règle d'or, c'est de dénoncer. Quand un truc ne va pas bien, on n'étouffons pas parce que nous avons cette culture d'étouffer les choses. Et on étouffe jusqu'au jour où tu vas entendre, celle-là, elle est morte, son mari l'a tuée. Pourtant, c'était un truc qui se passait sur plusieurs jours, sur plusieurs mois. Donc, vraiment, quand ça commence, il faut dénoncer. Maintenant, pour les cas de violence sexuelle, les viols. Également, je vais dire, le conseil que je donne à nos jeunes, c'est de se protéger. Et ce que je vais dire ne veut pas dire qu'on donne le OK aux violeurs. Non. Les conseils qu'on donne, c'est surtout pour diminuer le risque d'exposition à ces événements. Parce que nous ne sommes pas dans la tête des violeurs. Il y en a qui sont des psychopathes. Il y en a qui le font pour des raisons, je ne sais pas moi, occultes. On ne peut pas les contrôler. Mais ce que nous, on peut contrôler, c'est nous, les femmes. C'est notre vie. Voilà. C'est ça. Donc, c'est notre intimité qu'on peut protéger. Et ça, c'est en faisant des petites choses. Ne pas s'exposer à des situations qui peuvent entraîner des événements pareils. Malheureusement, ça ne va pas suffire parce que nous avons des viols à l'intérieur et à l'extérieur. Et les cas de viol que nous rencontrons à l'extérieur, tu vois, c'est les cas des cousins. Et c'est plus fréquent même chez les enfants de moins de 10 ans. Les viols. Et tu vois
Ouais, et ça, c'est un problème que c'est pas récent, en fait. Je crois qu'en fait, avec les réseaux sociaux, les gens sont plus informés. C'est en fait ça. Les gens sont plus informés. Mais je crois que ça a toujours été le cas. Et beaucoup, comme tu le dis, que ce soit les violences domestiques ou les violences sexuelles, les gens ne dénoncent juste pas. Parce qu'une maman, pour qu'elle dénonce que sa fille a été violée, c'est un peu comme pour dire que sa fille est... N'est plus vierge, elle est sale. Exactement, exactement. Donc, la maman ne le dira pas facilement. Et je trouve aussi qu'il y a beaucoup, en fait, c'est un changement de la façon dont on pense. Parce qu'il y a beaucoup de trucs qu'on on se sent coupable en tant que femme si on est abusé physiquement, sexuellement, psychologiquement. Donc, déjà, enlever ça de la tête et se dire, on est des victimes et on n'est pas, comment on dit, parce que la société te regarde en tant que tu es, comme tu dis, tu es souillé, tu es sale, tu es ceci, tu n'es plus mariable. Et ça, c'est toujours un problème. Et je crois que la majeure partie du temps, les femmes ont du mal à dénoncer, voire franchement pas parce que ça. Donc, on va inviter Marie. Je crois qu'elle est en ligne. Elle essaie de se connecter. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonsoir. Bonjour. Oui, bonjour, docteur. Jenny, tu m'as donné l'heure de Paris. Exactement, l'heure de Paris. Exactement, en fait, malheureusement. Ouais, en fait, c'est en causant avec quelqu'un me dit, en fait, au Cameroun, il est 18h et je me suis rendu compte Heureusement que je suis rentrée parce que moi, mon programme était 19h. Et bon, je suis arrivée comme ça. Et puis, j'ai regardé WhatsApp et j'ai dit, bon. En tout cas, mais en tout cas, je suis là, oui. Merci de revenir sur ma chaîne. Aujourd'hui, en fait, on parle toujours. En fait, il y a un écho quelque part, je sais pas. Attends. Oui. Je n'ai rien allumé autour de moi. On va voir si c'est mieux. Allô? Allô? Ouais. Bon, je vais te muter, Marie, parce que je crois que c'est peut-être de ton côté. Je vais te muter, mais quand je te pose la question, je vais te unmute. OK. Peut-être la machine, elle travaille avec la machine. Je n'ai que mon téléphone, l'ordinateur dans le sac. Mais là, ça va? Là, ça va? Oui. Ouais, en fait, c'est quand je parle. Ah, OK. OK. Peut-être j'ai besoin aussi des écouteurs, mais bon, on commence. En fait, Marie, tu es avocate, tu as une association qui prend en fait soin des femmes battues, bon, des hommes et des femmes, surtout des enfants, tu m'as dit, la dernière fois qu'on a causé, des gens qui sont battus et qui sont affectés en fait dans les relations d'où il y a la violence domestique, sexuelle et autres. Et aujourd'hui, en fait, je voulais toucher plus sur le point des viols. Parce que récemment, il y a tellement de news qui circulent dans les réseaux sociaux. Et l'une des choses, je crois qu'il y a de cela peut-être un mois, je veux dire. Il y avait un cas d'une jeune fille à Yaoundé qui avait 6 ans et apparemment avait été violée par 4 hommes et avait été par la suite tuée. Et je crois au Nigeria aussi, on a aussi eu le cas d'une jeune fille étudiante qui était à l'église, parce que parfois les gens disent que pourquoi elle était dans un coin bizarre. Non, elle était à l'église en train de lire sa Bible et on l'a violée jusqu'à on l'a tuée. Donc, moi, ce que j'ai envie en fait de parler aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut même éviter et rééduquer en fait ces hommes. Déjà, moi, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si on a dit à ces hommes, si vous coucher avec des femmes, peut-être que vous aurez plus d'argent. Je sais pas si c'est une secte ou quelque chose, mais comment est-ce que à ton niveau, vu que tu as cette association, comment est-ce que à ton niveau, tu essaies en fait d'encadrer ces filles et ces jeunes femmes? Allô? Allô? OK. Moi, je suis avocate et j'ai aussi une association, Hope for the Abuse and the Battered. Et un de nos axes, c'est travailler avec les enfants victimes des expériences traumatiques. Et bon, j'ai déjà eu à travailler avec plus de 30 enfants,
victimes des expériences traumatiques, surtout des viols, hein, et je parle des enfants. La plus jeune, elle avait 3 ans à Ebolova, et c'est un cas qui a fait franchement le rang au bol national. Je suis même passée à la CRTV. Elle a été déchirée du front, de devant au derrière par le copain de sa tante. Ils vivaient tous ensemble. Donc, c'est pas seulement les femmes, les enfants même, c'est ça qui est à la une maintenant. Surtout avec le confinement, tous les enfants sont là. Il y a l'inceste, que c'est le parent même à la maison qui viole l'enfant. Donc, c'est vraiment, vraiment dégoûtant. C'est vraiment dégoûtant. Qu'est-ce qu'on fait? Avant, souvent chez moi, il y avait les enfants qui venaient ici. Souvent, j'avais 5 enfants à la maison comme ça, les petits-enfants. Il y avait même 2 garçons. Donc, c'est pas seulement les filles, hein, franchement. Et je les gardais même pour 2 semaines, 3 semaines après le choc pour les enlever de ce milieu-là, le temps qu'on fait les examens, le temps que je travaille un peu avec eux. Et il y avait d'autres que c'est les parents qui les amènent, ou les tantes, ou les grand-mères, et puis un peu partout au Cameroun. Bamenda, Boya, Douala, Edeya, Ebolova, comme ça. Donc, franchement, moi-même, je ne comprends pas ce phénomène-là. Et il y a une autre petite, bon, j'ai déjà eu 2 cas qui sont allés jusqu'au tribunal. Et la petite fille, la petite fille ici à Douala, oh, celle-là, elle était tellement accrochée à moi. Sa maman était vraiment, vraiment fâchée parce que c'est le voisin de son papa. Ses parents sont séparés et la maman, elle est débrouillarde et tout. Donc, elle a laissé l'enfant aller vivre avec son mari qui ne vit pas trop loin ou bien avec son papa. Et lui, il est marié. Et eux, ils maltraitaient l'enfant, ils négligeaient l'enfant. Donc, le voisin, quand l'enfant rentrait souvent de l'école, le voisin prend l'enfant reste là-bas. Souvent, la femme du voisin donne les petites tâches à l'enfant et elle sert à manger à l'enfant. Et puis souvent, puisque le voisin, là, c'est un benskino, il rentre, lui, il connaît quand rentrer, et sa femme aussi, bon, elle se débrouille là où elle se débrouille, peut-être elle a un salon de coiffure, je ne sais pas. Donc, il a alors eu l'habitude de rentrer quand il sait que l'enfant sera seul à la maison, en train de peut-être laver les plats, les choses comme ça. Et un jour, c'est comme ça que quand l'enfant partait aux toilettes, vous connaissez les toilettes du quartier, là, comme ça, là, il a suivi l'enfant, il a mis la main sur la bouche, il a violé l'enfant. Oui, il a violé l'enfant, il a déchiré l'enfant. Donc, l'enfant a pleuré, l'enfant est rentré chez sa maman et le sang coulait, tous les voisins, tout le monde était... J'ai dit qu'au tribunal, le jour-là, les voisins sont venus, même 8. Ils étaient vraiment fâchés. Et le papa qui a violé ses 2 enfants, lui, on l'a enfermé. J'ai travaillé avec une autre association aussi. Oui, il est en prison, le papa là. Oui, mais c'est une autre association. Moi, j'étais que le psychothérapeute pour accompagner les enfants. Eux, ils avaient, oui, mais ils n'ont pas laissé. Pour l'enfant de Bolova, le gars, il est toujours en prison. Bon, on a mis le dossier en attente parce qu'on a dit pendant le confinement, il y a eu beaucoup de cas Bolova dont on ne les défait plus, les prisonniers là. Donc, c'est comme ça la bataille. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai déjà pleuré les larmes quand j'ai fait les lives. Franchement, je porte même le t-shirt pour la première marche de solidarité qu'on a fait ici à Douala en novembre passé. Malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas venus. Je ne sais pas. On a médiatisé, on a tout dit. Bon, je ne sais pas. Moi-même, je suis allée en Bopija, j'étais le micro, je marchais partout, je parlais, je partageais les tracts. En tout cas, merci Marie pour tout ce que tu fais parce que on a besoin de plus de gens comme toi, sincèrement. On a besoin de plus de gens comme toi parce que tu portes en fait, tu portes ces trucs-là dans ton cœur, quoi. Parce que quand tu expliques cela, franchement, je suis dégoûtée. Moi, je sais même pas quoi dire parce que chaque fois qu'il y a quelque chose, je reçois toujours des news. Donc, on me dit toujours ceci s'est passé, ceci s'est passé. Et je me demande toujours la question, comment est-ce que ces enfants-là, après, pour celles-là, ceux et celles, parce qu'il y a aussi des garçons, des petits garçons parmi. Donc, pour ceux-là qui
qui ne perdent pas leur vie. Comment est-ce qu'on réussit à les reconstruire psychologiquement? Comment est-ce que ça se passe? C'est tout un procès. Je ne peux même pas dire qu'avec un de ces enfants-là, j'ai fini. Et parce que les flashbacks, les choses comme ça revient progressivement. L'enfant peut être stable maintenant, oui, mais à la longue, surtout quand c'est une fille, peut-être l'enfant peut vouloir entrer dans une relation, mais tu vois, le rapport physique là, non. Ou bien même l'intimité, même parler des choses. D'abord, parler même de ce qui s'est passé là. Il y a pas, même les femmes comme moi, il n'y a pas beaucoup qui vont te dire qu'elles ont été violées. Parce que soit tu vas parler, on va se moquer de toi, on va dire non, tu exagères, c'est pas vrai. Oh, bof, n'importe quoi, on l'a déjà gâté, les choses comme ça. Ou bien un homme, c'est alors, je connais un gars que je travaille avec lui, il a 29 ans aujourd'hui, il n'arrive pas à avoir une relation. Et lui, il aime que les femmes plus âgées que lui. Et c'est parce que les deux femmes qui l'ont violé une était la fille de la bailleresse, il avait peut-être 13 ans, elle avait 20 ans, et les choses comme ça. Mais tu comprends, c'est pas trop son âge et il n'arrive plus et il a succombé dans la masturbation, les choses comme ça. Donc, il est vraiment... Donc, c'est revenu maintenant, on travaille. Peut-être après 10 ans, ça va encore revenir, tout ça. Mais je pense que quand on arrive à donner les atouts à un enfant de pouvoir gérer toutes ces émotions-là et ce traumatisme-là, bon, chacun vit avec quelque chose de difficile dans la vie. C'est vrai que c'est vraiment dégoûtant, c'est une violation à l'extrême, mais je pense qu'on peut vivre avec. Et déjà, les filles que j'ai travaillé avec, il y a même une à Yaoundé maintenant, elle avait été violée, elle était déjà enceinte. D'abord, elle a la maladie mentale, elle est schizophrénique. Oh là là. Et maintenant, le papa d'une copine l'a violée, l'a amenée quelque part, l'a trompée. Elle l'a violée quand elle était encore enceinte. Donc, chaque jour, je dois m'assurer qu'elle va bien parce que on avait d'abord peur qu'elle va se suicider. Elle ne voulait plus garder la grossesse, tout ça là. Mais bon, elle est déjà à 7 mois, donc on espère seulement. Qu'est-ce que je peux dire? Quand je pars à Yaoundé, je la vois, mais ça fait longtemps. Je l'ai aussi mis en contact avec une association à Yaoundé pour au moins l'accompagnement moral jusqu'à ce que elle accouche. C'est vraiment pas évident. Et même au niveau du corps médical, je causais avec docteur Vanessa Mafo et elle me disait pratiquement les mêmes choses. Il n'y a pas en fait de structure à ce niveau, il n'y a pas de force. Donc, docteur, est-ce que tu peux expliquer au niveau des viols, est-ce que vous avez aussi des cas au sein de l'hôpital où peut-être il y a des enfants ou des jeunes femmes ou des jeunes garçons ou bien peu importe l'âge, mais des gens qui viennent vers vous pour cause de viol et comment est-ce que ça se passe avec eux? D'accord. Effectivement, nous avons énormément, comme je vous ai dit, une augmentation des cas. Et le cas de figure que l'avocate présente, c'est en fait les cas que nous avons le plus maintenant. C'est-à-dire que des viols à l'intérieur, c'est soit par un voisin, soit par le beau-père, soit par le cousin, et c'est surtout des enfants de moins de 10 ans. C'est vraiment les cas les plus fréquents que nous rencontrons maintenant. Et lorsque ces enfants arrivent, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Il y a des cas avec des déchirures extrêmes, des déchirures vaginales extrêmes, qu'il faut aller forcément au bloc opératoire pour réparer. Donc, c'est très, 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 très difficile. Et quand ils arrivent, ce que nous faisons l'examen physique normalement avec l'accompagnement des gynécologues de l'hôpital. À la suite de ça, dans l'urgence, c'est surtout la santé de l'enfant qui compte. Dans l'urgence, après un viol, c'est surtout la santé de la victime qui compte. Qui veut dire quoi? Surtout lorsqu'il y a des cas d'exposition aux maladies sexuellement transmissibles, telles que le VIH, telles que les hépatites. Donc, à l'immédiat, c'est surtout sa santé qui compte parce qu'il y a une prophylaxie. Si peut-être l'agresseur, le violeur était VIH positif, il y a au moins une possibilité, si le cas est déclaré dans les 24-72 heures, de pouvoir donner un traitement prophylaxique contre le VIH. Donc, un traitement d'1 mois qui permet au moins de
de renverser la situation et de prévenir une infection VIH au cas où l'agresseur était VIH positif. Et puis maintenant, également, il y a maintenant la possibilité de réparer toutes ces déchirures-là qui, normalement, si ça reste un peu longtemps, devient un peu plus difficile à réparer. Il y a aussi l'aspect des preuves matérielles, c'est-à-dire si on veut vraiment on veut avoir recours à la justice, dans les heures qui suivent le cas de viol, c'est à ce moment-là qu'on peut aller, au moins pour lever des preuves, avoir des faits pour pouvoir monter le dossier. Donc, c'est un peu ça. Donc, je conseille vraiment aux mamans, je sais que c'est pas facile de dénoncer. Parce que comme je dis, dans les 72 heures, c'est vraiment la santé de la victime qui compte. Et si quelque chose n'est pas fait dans les 72 heures, elle s'expose à beaucoup d'autres choses. Parce qu'il y a aussi la pilule de lendemain qui est donnée pour éviter des cas de grossesse. Vous comprenez? Donc, si elle arrive dans les 72 heures, il y a autant de choses qu'on peut faire. On peut éviter des grossesses non désirées, on peut éviter la transmission des maladies sexuellement transmissibles et on peut au moins avoir plus de preuves matérielles pour pouvoir avoir recours à la justice. Okay. Et puis, en fait, tu as parlé, en fait, si quelqu'un est HIV positive, si c'est que la personne vient, tu as dit 72 heures ou 24 heures? 24 à 72 heures. 24 à 72 heures. Oui, donc, si la personne était HIV positive, dans 24, en fait, il faut te dénoncer, il faut aller à l'hôpital parce que, en fait, le traitement que tu recevras pendant 1 mois, est-ce que ça va, en fait, te permettre de ne pas être positive ou bien tu deviens automatiquement positive, même si c'est que... Non, c'est une prophylaxie. Donc, ça te permettra de ne pas devenir positive. Maintenant, au-delà de 72 heures, les chances sont plus élevées d'effectivement être positive à l'avenir. Donc, 72 heures, c'est vraiment la limite pour permettre d'avoir accès au virus avant qu'il n'entre dans les cellules et s'installe effectivement. Donc, c'est ça. Ok, ça c'est vraiment important de savoir parce que moi, c'est un truc que je savais même pas. Donc, bien même quand on dit aux gens, il faut vous dénoncer, il faut dire, il faut parler. Ça c'est déjà seulement au point de vue médical, quoi. C'est très, très important. Moi, je savais pas. C'est très important. Oui, parce que moi, je me disais que, en fait, dès que tu as les rapports sexuels ou bien que tu sois violé ou pas avec quelqu'un qui est HIV positive, que automatiquement, quoi, tu deviens HIV positive. Je savais pas, en fait, qu'il y avait un traitement pour ça, si c'est que tu te déclares d'ici entre 24 et 72 heures. Non, si, il y a une possibilité d'avoir un traitement prophylactique. Parce que ce qui se passe, c'est que lorsque le malade arrive, on fait un test à l'immédiat. Si le test est négatif, on te met sur un traitement prophylactique d'1 mois. Et on refait le test dans 1 mois et puis dans 3 mois. Et la plupart du temps, lorsque ce traitement est donné, vraiment dans ce délai-là, le test reste négatif. Donc, on rompt la chaîne de transmission. Il y a Mekowa qui a posé la question, y a-t-il des statistiques sur le nombre de viols au Cameroun? Bon, moi, c'est en fonction des cas que j'ai reçus, mais pour dire que j'ai trouvé les statistiques sur le net, c'est vraiment dommage. Hein? Pourtant, il y a les associations qui décrivent, mais aucune recherche. Moi aussi, mon association n'a pas aussi fait de recherche. Vous savez que puisque les gens ne parlent pas, les gens ne dénoncent pas, comme on dit là. Et puis bon, on ne prend pas tout ça au sérieux. Même si tu pars au commissariat, n'importe où, il n'y a même pas un registre. Donc, et puis on m'a dit, oh, il n'y a rien n'est informatisé. Tu vas voir les données où? Donc, chaque association a ses données. Et bon, tu fais tes recherches avec les cas que tu reçois. Moi, je peux dire que franchement, ça ne va pas bien. Et surtout sur les réseaux sociaux, maintenant, ces jours-ci, on voit. Dernièrement, il y avait même un enfant de 3 mois. Il y a ceci, il y a cela. Mais bon, pour dire que noter tout ça là, moi, je n'ai noté que mes cas que j'ai travaillé. Et je voulais aussi ajouter sur ce que le docteur a dit. Pourquoi c'est très important de dénoncer? Parce que vous pouvez risquer je ne sais pas comment appeler ça, le système reproductif.
d'un enfant. D'infertilité. Oui, la petite fille de Bolo, voilà, on l'a opérée 4 fois. Voilà. Il y a une première opération, on a mis les intestins dehors. On appelait ça quoi là? Je ne sais même pas quoi. Deuxième opération, on a réouvert le vagin. Troisième opération, on a réouvert l'anus. Quatrième opération, on a remis les intestins dehors. Ça a pris de juillet l'année passée jusqu'à mars cette année ici là. Voilà le temps qu'un enfant a souffert. Opération sur opération, suivi sur suivi et tout ça là. Donc, c'est vraiment quelque chose de démonique pour moi. Maintenant, sur le point juridique, je vais dire, puisque je n'ai pas tellement de temps, même si ce n'était pas encore la question, je me permets de répondre à ça. Nos lois sont tellement inaptes. Je ne peux même pas me permettre de lire ce que la loi dit parce que franchement, c'est comme si c'est une blague. Et moi, je suis en train de mobiliser les collègues, je suis en train de faire mes recherches. À un moment donné, on va écrire. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui prend les choses à la légère. Parce que on ne peut pas dire de 5 à 10 ans, qu'est-ce que de 5? De 0 à 5 ans, et puis on va doubler ça au cas où il y a les circonstances aggravantes. Même si on donne 10 ans à un violeur, il va faire ses 10 ans, même là-bas dedans, il va continuer. Après, il va sortir, il va seulement continuer. Je ne pense pas que 10 ans, c'est suffisant pour faire quoi? Pour faire peur aux gens, pour ne pas faire les choses comme ça. Et puis, combien de cas d'abord? Les femmes veulent protéger leur mariage, on ne veut pas salir le nom de la famille, tout ça, tous. Oh non, même quand vous partez, on va vous dire non, il faut arranger. Oh non, bon, il n'y a même pas les moyens pour suivre votre dossier. Oh madame, oui, les choses comme ça. Même donc, franchement, c'est une polémique pour moi et je suis très contente que tu aies une plateforme comme ça et que maintenant on commence déjà à voir aussi les gens de tous les milieux comme les docteurs qui parlent. Parce que je me rappelle une fois, on est parti à un hôpital à Bonabéry, à Bonasamalaba, avec une petite fille. On a demandé au docteur de nous faire le certificat médical. Il nous dit que les coupons sont finis. Et pour un procès, on ne peut pas commencer. Et on ne commence pas les investigations sans certificat médical. C'est comme ça qu'il disait. Maintenant, le docteur, OK, même si c'est fini, il faut alors écrire, il faut tout ce qu'il dit. Non, il ne peut que reporter ça sur un certificat médical. Et les certificats médicaux, les coupons sont finis. Comment on peut exiger seulement un certificat? On connaît même au Cameroun, on peut faire un certificat médical sans même qu'on examine. Donc, le docteur voit, mais il ne peut pas écrire ça sur le cahier. Il faut seulement un certificat médical. Ça, bon, j'espère qu'ils ont déjà relâché ces pratiques-là. Il y a tellement de choses, souvent, ça me donne la tension comme ça, là. En fait, parce qu'on se rend compte que il y a même pas, même quand tu veux faire quelque chose, en fait, dans tous les côtés, quoi, on n'y arrive pas. Parce que regarde ce que tu fais en tant qu'avocate, en tant que psychothérapeute, en tant qu'activiste, en tant qu'une personne qui a aussi une association qui prend soin de ces gens-là, des victimes. Même à ton niveau, tu n'arrives toujours pas à comment dire, à émettre des changements, quoi. Donc, je crois qu'en fait, c'est juste parce que la majorité, quand je dis la majorité, le peuple camerounais, parce qu'on parle spécifiquement aujourd'hui du Cameroun, jusqu'à ce que le peuple camerounais se dise assez, c'est assez. Et il va falloir plus de voix, parce que quand on est seul, on ne peut pas tout faire. Et je ne dis pas que tu es seul parce que tu es seul, mais je crois pas qu'il y ait assez de personnes qui comprennent même ce que tu as envie de faire ou ce que tu es en train de faire. Parce que comme tu l'as bien dit, ouais, il y a toujours des gens qui vont dire comment je vais dénoncer mon mari, même si son mari le fait, même si c'est lui qui a violé les enfants, même si c'est le cousin, même si c'est l'oncle, comment est-ce que dénoncer? Donc, à un certain niveau, je sais, moi, à ce niveau, dans mon plateforme, j'essaie juste de trouver des solutions. Comment est-ce qu'on peut s'entraider? Comment est-ce qu'on peut construire comme un support système? Les gens, en fait, qui veulent, en fait, lutter contre cela.
Mais il faudrait qu'on lutte vraiment contre cela parce que comme tu le dis si bien, si c'est qu'on ne parle pas, si c'est que tu as dit tu avais un protest, je sais pas comment dire ça, tu avais manifesté. Tu avais manifesté. Donc, quand tu avais manifesté, la raison pour laquelle je pense qu'il n'y avait même pas beaucoup de gens, parce qu'ils ne comprennent même pas. Pour eux, c'est pas un problème. Oui. Pour eux, c'est vraiment pas un problème. C'est que, les femmes bavardent trop, on se plaint trop. Et on a en fait cette culture-là que la majorité des coupables, ce sont des hommes. Donc, donc, moi, franchement, je sais pas. À ce niveau, j'espère seulement qu'au fur et à mesure qu'on en parle avec les réseaux sociaux qui font tellement de bruit ces derniers temps, que ce soit sur tous les niveaux, quoi. Les réseaux sociaux, maintenant, si c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé, l'information, ça va très vite. Donc, j'imagine et j'espère qu'au fur et à mesure qu'on en parle, au fur et à mesure qu'on essaye d'investir dans les associations telles que le tien, au moins, on pourra au moins mobiliser en fait une grande partie de la population pour dire assez, c'est assez. Mais en tout cas, merci encore Marie d'être venue parce que je sais que tu n'avais pas assez de temps. Donc, merci beaucoup. Non. Oui, je vais dire merci aussi au docteur et je vais dire que je garde espoir et merci à toi, Jenny. S'il te plaît, j'attends, il faut créer cette community-là. C'est la même chose que je fais pour la santé mentale. Je suis dans un groupe, je suis en train de dire, mais mettons-nous ensemble. Arrêtons de penser, chacun peut faire quelque chose de son coin comme ça. Non, moi, je ne peux pas. Donc, je veux vraiment qu'il y ait une communauté. Je sais que quand il y a un cas, je connais tel, je connais tel, je connais tel. On travaille comme ça, franchement. Parce que quand l'enfant ne va pas, la maman ne va pas. Et quand la maman ne va pas, la famille ne va pas. Et quand la famille ne va pas, la société ne va pas. Ça trouble notre psychique collective. Donc, on doit vraiment gérer ces situations-là. En tout cas, merci encore d'être venu. Il y a Continental TV qui a dit, I love Mary, she's a leader. Thank you. On t'apprécie beaucoup pour tout ce que tu fais. Franchement, merci. Merci beaucoup. Merci. Ok, Jenny. Bye bye, Doc. Bye bye, bye bye. Donc, ça, c'était Marie. Elle est géniale. Elle est franchement un exemple que tout le monde doit suivre, quoi. Il y a pas beaucoup comme ça. Et elle aussi, en fait, elle a aussi eu son histoire où elle était dans une relation où elle avait un peu abusive. Ouais, abusée. Donc, en fait, elle vient de là. Parfois, quand c'est que tu as vécu quelque chose de l'expérience personnelle, quoi, te pousse à pouvoir faire des choses. À pouvoir faire des choses incroyables. Ouais, elle a cette force, cette énergie-là. Elle a utilisé sa douleur pour le bien des autres. Pour le bien des autres. Très bien. Et dans tout ce qu'elle fait, elle ne fait que ça. S'il faut qu'elle arrive même au sommet pour se faire entendre, elle va le faire. Elle le fait. Non, c'est très bien. Et elle est sur YouTube, pas sur YouTube, sur Facebook. Elle a des lives, elle a des conversations là-bas et tout. Donc, c'est en fait comme ça que je la rencontre, quoi. Et j'ai voulu, en fait, lui parler. Donc, elle est franchement... En tout cas, merci, docteur. Merci pour tout. Merci à toi. Merci pour tout ce que tu as fait. Et déjà, il y avait certaines informations que moi, franchement, je peux pas te mentir, je ne savais pas. Parce que bien qu'on dise aux gens, il faut dénoncer, il faut dénoncer. On ne comprend pas pourquoi il faut dénoncer. On ne comprend pas pourquoi. Ouais. Donc, le fait que tu as en fait expliqué et dire, au moins, on peut au moins se réparer. Il y a des réparations qu'on peut faire dans les 24 à 72 heures. Il y a des maladies sexuellement transmissibles qu'on peut éviter. Et surtout, le sida. Parce que pour moi, dès que tu as dit ça, ma tête est partie. Je me suis dit, mais attends, juste pour cette raison seule, les gens devraient seulement dire que j'enlève la honte, je mets la honte de côté. Exactement, je me protège. Donc, quels sont, en fait, de ton point de vue en tant que docteur, en tant que citoyen camerounais, quels sont les conseils que tu donnerais, en fait, que ce soit aux jeunes filles, que ce soit aux mamans, qui, en fait, n'arrivent pas à dénoncer et qui se disent, ça va mettre la vie de mon époux, de mon cousin, de mon oncle en péril. Comment est-ce qu'en fait, on peut, par où commencer même pour pouvoir leur convaincre que non, mieux vaut prévenir
que d'avoir les cas où la petite fille, il faut qu'elle ait 4 opérations comme celle-là, 4 opérations en un an et tellement de damage. Donc, comment est-ce qu'on peut même commencer cette conversation? Qu'est-ce que toi tu suggérais? Parce que moi, en fait, je suis au niveau où je demande en fait aux experts comme toi et les experts qui sont en fait sur le terrain. Comment est-ce qu'on peut commencer cette conversation? Oh, c'est tellement compliqué, comme je dis, parce qu'il n'y a pas de plateforme qui permet de vraiment organiser une activité, de synchroniser les choses, d'avoir une sorte d'algorithme qui permet de se dire, OK, quand il y a telle chose. Donc, la seule chose que je peux dire au moment, c'est de se rapprocher des hôpitaux. Pour le moment, sur le plan légal, je ne peux rien dire. Comme l'avocate a si bien dit, c'est très désagréable, mais c'est notre réalité. Bon, au moins, sur le plan médical, il y a tellement de choses qui peuvent être faites pour ces victimes-là. Il y a tellement de choses qui peuvent être remédiées pour ces victimes-là. Et même sur le plan psychologique, lorsque c'est dénoncé tôt, il y a plein de choses qui peuvent être réparées. Donc, je dis et je lance la lettre forte. Lorsqu'il y a viol, les premières heures, l'essentiel, la raison fondamentale pour laquelle il faut dénoncer, c'est la santé de la victime. C'est éviter les maladies sexuellement transmissibles. C'est éviter les grossesses non désirées qui feront en sorte peut-être que si c'est une adolescente, elle devra abandonner l'école. C'est pouvoir anticiper les dommages psychologiques. Donc, juste pour ça, juste sur le plan médical, ça doit être vraiment le pilier pour que chaque parent, chaque victime puisse sentir que non, lorsque je suis en face, lorsque je suis confronté à un cas pareil, là, c'est de ma santé qu'il s'agit. Le reste viendra après. S'il faut avoir recours à la justice, s'il faut. Parce qu'en plus, la plupart du temps, même les violeurs ne sont même pas connus. Il y a des cas qu'on reçoit et la victime ne connaît même pas l'identité de son violeur. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Donc, dans les premières heures, vraiment, chacun est garant de sa santé. L'important, c'est ta santé. Si tu veux, quand tu arrives à l'hôpital, c'est confidentiel. C'est entre toi et le médecin. D'accord? C'est entre toi et le médecin. Et il y a le secret professionnel qui fait en sorte que même si la maman, même si la victime ne veut pas que ça soit divulgué, même si elle ne veut pas que la famille soit au courant, personne ne sera au courant. On protège son secret, mais au moins sur le plan médical, sur le plan de sa santé, qu'elle puisse recevoir les soins nécessaires pour permettre qu'elle puisse continuer sa vie normalement plus ou moins après, sans toutefois éveiller le regard des autres. Donc, au moins au niveau de l'hôpital, il y a cette confiance-là, il y a le secret médical. Et comme je dis, c'est sa santé avant tout. Si tu restes et tu dis que non, tu ne veux pas parler, tu as peur, mais ce que tu risques, c'est quoi? C'est une grossesse. Et au moment où la grossesse prend de l'âge, au moment où il faut accoucher, tout le monde sera au courant finalement. Et qu'est-ce que tu auras perdu? Tu auras peut-être contracté une maladie sexuellement transmissible qui pouvait être évitée si tu avais pris des actions tôt. Donc, vraiment, Non, vas-y. Dans ce que je peux dire, pour ma part, le conseil que je peux donner aux mamans, aux victimes, c'est de dénoncer, de venir à l'hôpital tôt. Dans les 24 à 72 heures, venez à l'hôpital, n'ayez pas peur. Les hôpitaux, c'est la confiance. Les médecins, c'est la confiance, c'est le secret professionnel. Si votre souci, je sais que nous sommes dans un contexte culturel qui fait en sorte qu'on a peur de regarder les autres. En venant à l'hôpital, personne ne sera au courant, à part toi et ton médecin. Mais au moins, ta santé ne prendra pas un coup. Même ta santé psychologique, on pourra remédier à beaucoup de choses plus tôt que de venir plus tard. Et il y a un point, en fait, que je voulais, en fait, adresser, et Beko a, en fait, adressé ça. Est-ce que les victimes doivent payer les frais médicaux? Parce que je pense aussi que c'est quelque chose que parfois, il y a des familles qui n'ont pas assez de moyens financiers. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses est aussi une raison pour laquelle ces victimes-là n'arrivent pas au niveau même de l'hôpital? C'est possible, mais je dis souvent, je sais que c'est difficile, mais la santé n'a pas de prix. Par exemple, je prends mon hôpital, là où je suis. La consultation gynécologique, c'est 2000. C'est 2000 francs. Certes, il y aura des examens. Et au niveau de l'hôpital, nous avons aussi
de temps en temps un soutien extérieur qui nous permet au moins de faire certains examens gratuitement. Par exemple, le test du VIH, il est gratuit. Oui, le test du VIH, il est gratuit. Maintenant, c'est peut-être des autres examens, à savoir peut-être le test d'hépatite, syphilis, qui peuvent être payants. Mais franchement, la santé n'a pas de prix. Mais le test du VIH, déjà, il est gratuit. Et ça, c'est dans tous les hôpitaux ou bien... Oui, le test du VIH est gratuit dans tous les hôpitaux. D'après la politique sanitaire du Cameroun, le test du VIH est gratuit. Et maintenant, dans les hôpitaux publics, la consultation est plus ou moins chère. La consultation est plus ou moins abordable. Donc, du coup, je pense, venez déjà au moins pour une consultation. Quitte à ce que, si on vous remet des ordonnances et tout, vous pouvez vous battre. Mais au moins, ça nous permet de faire un état clinique de la victime et de vous dire clairement quels sont les risques qu'elle court. Et maintenant, en fonction des risques, parce que souvent, je pense que les malades aussi ne jugent pas l'ampleur et les répercussions de leurs actes, tu vois. Donc, juste le fait de venir à l'hôpital, de rencontrer un médecin qui prend la peine de t'écouter, de t'expliquer, OK, tu es exposé à tel risque, ça éveille souvent. Elle se dit, non, mais si je ne veux pas tomber enceinte, si je ne veux pas attraper le VIH, tu vois. Donc, c'est des choses, ce n'est qu'en parlant avec la malade que ça permet au moins de bien sensibiliser la personne. Mais déjà, le premier pas, c'est de venir à l'hôpital, rencontrer la personne qui peut mieux vous conseiller, mieux vous dire et comment vous allez pouvoir vivre votre vie normalement après un tel acte traumatisant. Il y a aussi beaucoup, je pense aussi qu'une raison pour laquelle, j'ai déjà entendu une raison pour laquelle les gens n'arrivent même pas au niveau de l'hôpital, mis à part les frais, parce que les gens, en fait, dès que tu dis hôpital, ils pensent les frais, on n'a pas l'argent, combien ça coûte. Ils n'arrivent même pas, en fait, ils n'arrivent même pas au niveau où il faut même réfléchir ou bien demander des informations, combien est-ce que ça coûte. Et il y a aussi ce truc-là des tisanes et les thés, les concoctions africaines, où dès que quelque chose se passe, parce qu'il y a eu des cas comme ça que je connais, où l'enfant a été violé et la maman a juste concocté ses tisanes, ses écorces d'arbres à la maison. Donc aussi, en fait, culturellement, il y a aussi ça. Il y a aussi ce niveau de... En fait, je connais une dame qui avait carrément dit à sa fille, t'inquiète, moi-même, je suis passée par là et elle a concocté des trucs, quoi. Et plus tard, quand sa fille, dans le futur, bon, des années après, elle a voulu se marier et tout, elle s'est même mariée et elle n'arrivait pas à coucher. Et on découvre plus tard qu'en fait, quand elle avait été violée, parce qu'elle a été violée à plusieurs reprises, qu'elle avait été violée quand elle était toute petite, apparemment, ça l'a rendue infertile. Donc, il y a aussi ce côté de nos mœurs africaines, quoi, où on pense que dès qu'on concorde quelque chose, le problème est résolu. Donc, je crois que c'est vraiment important ce que tu dis. Et je suis tellement fière de t'avoir ici parce qu'au moins, dire aux gens que, par exemple, le test du VIH est gratuit dans tous les hôpitaux, moi, franchement, c'est une information que je ne savais pas. Donc, bien même quand les gens utilisent, oui, je ne peux pas aller dénoncer, je peux pas aller à l'hôpital parce que, il y a même, je préfère même que quelqu'un aille juste à l'hôpital pour regarder si c'est qui n'a pas, je sais pas moi, été transmis d'une relation sexuellement transmissible. Même si la personne ne veut même pas dire quelque chose. Moi, au moins, ça allait à l'hôpital pour dire j'ai envie de faire des examens. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arriveront même pas à dire j'ai été violée. Donc, au moins, ça allait et en disant oui, j'ai un copain, raconter une histoire, mais juste faire des examens. Peu importe, juste faire des examens parce que je sais qu'il y a des cas aussi comme ça. Mais Koa demande encore une question. Y a-t-il des assistantes sociales pour suivre les enfants après? Ou y a-t-il des structures pour héberger les victimes qui ne veulent pas retourner chez eux? À ce niveau, c'est difficile. Pour des structures, pour héberger des victimes, je pense en fait ça se limite au niveau des associations. Même ces associations-là n'ont pas assez de fonds. De moyens pour pouvoir aider, pour pouvoir héberger toutes les victimes, quoi. Bon, pour les assistances sociales, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y en a qui font le suivi psychologique des enfants quand c'est que ça se passe?
au niveau de mon hôpital, il y a une cellule psychologique. Et c'est souvent le cas avec les cas de viol. Donc, quand on finit sur le plan médical, clinique, avec les gynécologues et tout, il y a au moins un accompagnement psychologique au sein de l'hôpital. Bon, en tout cas, je crois qu'on a tout dit. S'il y a quelques mots juste que tu veux dire à mon audience est du Cameroun, quelques sont en Europe et d'autres sont aux États-Unis. Donc, l'audience est un peu de partout. Et je crois que la majorité sont les Camerounais. Je sais pas, mais je crois que la majorité, c'est les Camerounais. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'être venu ce matin. Je sais qu'on a essayé de planifier cette conversation. Ça fait 2-3 semaines maintenant. Oui. Donc, merci en tout cas. Et ce qui est sûr, c'est que je vais revenir vers toi dans un futur proche. Il n'y a pas de souci. Parce que il va falloir en fait qu'on essaye, comme Marie l'a si bien dit, avoir en fait des groupes, quoi, des personnes en fait qui se mettent ensemble pour pouvoir mobiliser, que ce soit le gouvernement, quoi, pour pouvoir aider. Donc, si c'est qu'il faut qu'on arrive à ce niveau, il va falloir qu'on le fasse, quoi. Mais je crois en fait que l'aide commence individuellement. Déjà, prendre l'initiative de dire assez, c'est assez. D'en parler, voilà. D'en parler, ouais. Et de chercher les gens comme toi, les gens comme Marie, les gens que j'ai dû en rencontrer, en fait. Et que dans le futur, j'espère continuer de travailler avec vous tous, quoi. De telle façon qu'on puisse former, en fait, comment on dit, un bon support system pour les gens là qui en ont besoin. Ouais, si à ce niveau le gouvernement ne va pas prendre les précautions ou mettre les lois pour pouvoir protéger les citoyens, et ben il va falloir qu'individuellement qu'on le fasse, quoi. Donc en tout cas, merci beaucoup d'être venu. De rien. Merci beaucoup et j'espère en fait que tout se passe bien au sein de l'hôpital avec le COVID-19. Ça va, et que vous vous protégez bien. Ça va. On se protège au maximum. Ça va. Okay. En tout cas, ravi. Et on se verra à la prochaine. Merci à tous ceux-là qui ont regardé. Merci. Donnez vos commentaires. Dites-nous ce que vous pensez. Si vous avez des personnes, en fait, que vous connaissez qui luttent, en fait, contre les violences domestiques ou les violences sexuelles, veuillez me contacter. Mes informations. Bon, j'ai mon email là. info@afrobosslady.org ou bien vous pouvez toujours me joindre sur Instagram, sur Facebook et ici sur YouTube. Du moment où vous m'envoyez ou vous mettez un commentaire en dessous, ce qui est sûr, c'est que je réponds toujours à mes commentaires, donc je pourrai au moins vous répondre. Et si vous voulez des informations des associations qui travaillent et qui luttent contre ces injustices au sein du Cameroun, n'hésitez pas de me contacter, j'aurai toutes ces informations pour vous. Donc, merci et à la prochaine. Merci, à la prochaine. Merci, bye. Bye.